Putain, mais elles sont pas ouvertes, tes bouteilles là-haut. Ah Non. Bonjour à tous. Je vois. Euh, Stéphane et moi sommes ravis d'accueillir Laurent David, qui est à la fois vigneron, propriétaire du château Edmus et par ailleurs président de la WineTech. Alors, pas de consignes particulières, mais on vous invite à très largement, on va dire bonjour, commenter, poser vos questions. Et à la fois, Stéphane et moi, on reprendra vos questions en fonction du temps. On a 45 minutes. Et puis, ben voilà, j'ai présenté très rapidement ce qu'est Laurent, mais en fait, il va certainement mieux faire que nous. Et en fait, première question pour toi, Laurent. Stéphane et moi, on vient du Sud-Est. Toi, tu es basé, tu as un Niçois et un Marseillais, là. Et puis, a priori, le vin, c'est un peu partout en France, mais je crois que tu es basé à Bordeaux. Et question, c'est, est-ce que tu as toujours été vigneron, Laurent? Raconte-nous un peu ton histoire. Écoute, non, je n'ai jamais été vigneron avant 48 ans. Donc, tu vois, il m'a fallu un petit peu de temps pour maturer ça. Mais merci à toi, Laurent, merci Stéphane, et également à toi pour m'offrir l'opportunité de partager un peu notre expérience, notre travail. Non, non, moi, je viens de Bergerac en Dordogne, D'accord. charmante bourgade de 25 000 habitants. Il y a une qualité de vie exceptionnelle. On est à 100 km de Bordeaux, tu vois, dans les terres. J'ai grandi là-bas, pas du tout une famille de vignerons. Mon grand-père avait à la campagne, comme on disait, on habitait à la campagne, on habitait à la ville, t'imagines, 25 000 habitants. À un quart d'heure, il y avait mes grands-parents qui avaient une maison de campagne avec 6 rangs de vignes au bout du jardin. Et chaque année, ça donnait lieu, si tu veux, aux vendanges, là en septembre. Ouais. Et donc, ils nous réunissaient. Peu importe si ça était mûr ou pas, mais on faisait ça toujours un dimanche. Parce que le D'accord. but, c'était vraiment réunir la famille. Alors, j'avais mes cousines, mes oncles, et bien sûr mes parents. Et c'était une grande fête et ça m'a fortement marqué parce que c'est des moments magiques. Tu sais, c'est le moment de la rentrée des classes. Mais Ouais, bon, tout à fait. on part un peu en vacances. Et voilà. Et donc, gamin, je mangeais ce raisin-là qui était tiède. Qui parfumait, enfin c'était délicieux. J'ai des photos de moi en maillot de bain en train d'écraser les raisins, les foulers, voilà. Et c'est des odeurs, tu sais, c'est ce sucre qui te colle, c'est ces guêpes qui Ouais. t'embêtent, c'est ce jus de raisin que tu bois alors que tu ne devrais pas le boire parce qu'il est à peine pressé, mais il est tellement bon et après, une heure après, tu as mal au ventre, mais c'est pas grave. Et ces sensations-là de repas de famille où tout le monde fait la fête et la sieste l'après-midi à l'ombre des pommiers. Voilà, et je me suis dit, mais quand je serai grand, je ferai du vin. Ça a l'air trop, trop cool, ce truc. Je Mais veux tu as faire. attendu pas mal de temps, hein, parce qu'il y a 48 ans, on est plus Et que voilà. grand, hein. Donc, j'ai continué à dire ça, si tu veux, à 10 ans, ou 12 ans, à 18 ans. Les parents m'ont dit, va faire quelques études quand même, un peu, voyage un peu, va t'ouvrir. Et puis, bon, voilà, j'ai eu un parcours classique, école de commerce, Erasmus, en Espagne. Et j'ai commencé à bosser dans la tech, dans des D'accord, boîtes ok. tech, voilà. Et puis ensuite, je suis rentré dans des boîtes un peu plus grosses, chez Nokia. J'ai D'accord. pris la direction de la France et du Benelux à l'époque. Et puis, Steve Jobs est arrivé à annoncer l'iPhone. Et donc, je me suis dit que ça, c'était un truc extraordinaire. Donc, j'ai quitté Nokia. Et je suis le premier arrivé chez Apple en Europe pour lancer Waouh. l'iPhone. Ouais, j'étais le premier embauché sur ce produit. Il n'était pas secret, il venait d'être révélé. Mais voilà, il fallait faire. Il y avait un client, il y avait 3 clients au monde. Enfin, il y avait un client américain, un client en Allemagne, un client en France, un client en Angleterre. Et donc, moi, j'étais le français pour m'occuper de la France et j'étais le premier embauché là-dessus. Et donc, ça a été une aventure incroyable de lancer l'iPhone. Et ça a duré 12 ans chez Apple. Mais je continue à dire, quand je serai grand, je ferai du vin. Quand je serai grand, je ferai du vin. Chaque année, bien sûr, je retournais pendant toutes les vacances voir ma famille pour les grandes fêtes de famille. Et chaque année, je disais ça. On habitait à Londres à ce moment-là. Et puis un jour, tu te rends compte, tu as 45 ans, tu dis, quand je serai grand, je ferai du vin. Et tu as tes filles qui te disent, mais papa, tu es grand, tu es grand. Ça y est. Et tu sais, c'est un mélange de choses où tu veux qu'elles se bougent un petit peu, qu'elles prennent des risques, qu'elles assument leur choix. Et toi, tu restes dans ta multinationale, bien au chaud. Et j'étais très heureux. Enfin, mes 11 ans, quasiment 12 chez Apple ont été extraordinaires. Tu vois, il y a Ouais. quelques jours, ils annonçaient les nouveaux iPhones. J'étais derrière la keynote et demain, ils ouvrent les préventes et je serai le premier à précommander mon iPhone. Là, voilà. Ben oui, c'est la dernière Apple Watch. Voilà, c'est une boîte extraordinaire qui m'a beaucoup donné, j'ai beaucoup appris. Mais voilà, il y avait l'appel de la vigne. Et puis, concours de la vie. Enfin, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Brexit est arrivé, on était en Angleterre. Et je dis, attends, le temps passe trop vite. Le temps Ouais. passe trop vite.
si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. Tu vas toujours avoir une bonne excuse. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, j'avais étudié de près comment je pouvais m'investir dans le vin. Et voilà, j'avais refusé plusieurs offres de rachat. Et là, j'avais trouvé la pépite, le château Edmus, un vin extraordinaire qui était délicieux, mais pas connu. Voilà, il y avait un potentiel. Les deux actionnaires acceptaient de me céder leur propriété à certaines conditions. Et donc, voilà, j'allais démarrer ça. Alors, tu n'as pas complètement quitté la tech, puisque tu as injecté du Web3 dans tes vignes. On ne se refait pas. Non, mais voilà, enfin, il y a Jo Piton, qui est un vigneron mythique de la Loire, que j'adore, et qui disait, mais il y a 1000 façons d'être vigneron. Donc, je pense que c'est un peu à chacun aussi de trouver la sienne. Moi, j'arrive avec qui je suis. Hein. Je n'ai pas 25 vendanges au compteur. Par contre, je suis entouré d'une équipe extraordinaire. J'ai le meilleur onologue conseil du monde, Stéphane de Renoncourt. J'ai les meilleures équipes pour s'occuper de la vigne, tailler, pour s'occuper du chai. Voilà, moi, ma partie, c'est ce que j'amène, c'est ce que j'ai su apprendre pendant ces années dans la tech. Et bien sûr, il y a cette touche de technologie. Et si tu veux, le secteur du vin, c'est un secteur qui ne s'est pas encore digitalisé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tous les secteurs de l'économie sont impactés les uns après les autres par la digitalisation. On l'a vu, l'hôtellerie, la construction, les voitures, enfin voilà. Tous. Il y a un concurrent qui arrive de nulle part, boum, Tesla. Bien sûr, c'est des voitures électriques, mais c'est surtout de l'autopilote. L'hôtellerie, Booking arrive, TripAdvisor arrive, et ça change toutes les règles. Donc, dans le vin, ce n'est pas encore vraiment arrivé, mais il se passe des choses. Il y a eu des mouvements d'accélération. Et bien, moi, j'arrive avec cet œil-là, qui est un œil forcément différent pour un vigneron. Et je vois ce qu'il y a à faire, je sais ce qu'il y a à faire, du moins j'ai envie en tout cas de l'essayer. Ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, et les dernières tendances, en ayant, si tu veux, en participant à cette association de start-up françaises, la WineTech. La WineTech, oui, bien sûr. 140 start-up en France. Donc, on a regroupé sous une bannière commune. Et j'ai découvert le Web3 il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai tout de suite vu avec quelques jeunes start-upers brillantissimes l'impact que ça pouvait avoir dans le vin. Enfin, l'adéquation, elle est totale, elle est fusionnelle entre le Web3, les NFT, les smart contracts, la blockchain et le vin. Enfin, c'est 2 produits qui ne demandaient qu'à se rencontrer. Oui, tout à fait. Alors justement, peut-être pour revenir là-dessus, sur la marque Web3, on part surtout de l'aval, on part surtout marketing et com, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas encore totalement au fait des choses, peut-être 2 exemples sur où est-ce que le Web3 intervient dans la filière vin. J'imagine que c'est dans l'amont, sur l'amont et l'aval, et qu'est-ce que ça apporte en plus? En 2 mots. Je te donne un exemple. Je te prends, voilà, là ici, j'ai les 3 cuvées que l'on fait. Voilà, cette année, on a fait une cuvée de vin rosé à partir de raisins de Saint-Émilion. C'est un truc. À Bordeaux, du rosé? Oui, avec des raisins de Saint-Émilion. On n'a pas fait un grand cru, on a fait ça. Et c'est un rosé qui, tu vois, enfin, sa couleur, qui est gourmand, qui est très aromatique. On n'est pas du tout dans la Provence, et ce que la Provence fait d'excellent, c'est le rosé que j'adore, léger, pâle, enfin, goulayant. Là, on est sur quelque chose de plus gourmand, qui accompagnera un plat, par exemple. Donc, c'est autre chose. On est à Bordeaux, c'est autre chose. Donc, cette bouteille, tu vois, c'est la bouteille 280 sur 382. On en a fait 380. Oui, Château Edmus, c'est tout petit. Hein. C'est un jardin de 1,6 hectares. Pourtant, on fait quand même 3 cuvées, mais on fait environ 5-6 000 bouteilles par an, maximum. Donc, cette année, on a décidé de faire un rosé. Voilà, donc 280e bouteille sur 382. C'est un vin qui est un vin, comme on dit, nature, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé par des sulfites ou des substances chimiques. Donc là, il faut assurer absolument que la bouteille elle a été conservée dans des bonnes conditions. Donc, la traçabilité de cette bouteille, tu la laisses une demi-journée sur le parking dans ta voiture à 40 degrés, comme on a eu il n'y a pas longtemps, le vin est mort. Non. Donc, il faut t'assurer, quand tu vas pouvoir la récupérer, qu'il y a une traçabilité. Et si elle sort directement de chez le vigneron ou si elle est passée par un entrepôt sans passer par 19 intermédiaires, tu as une traçabilité qui est accrue et meilleure. Ensuite, il faut l'authentifier parce que c'est des bouteilles qui commencent à prendre pas mal de valeur. Tu vois, si je prends cette cuvée-là, par exemple, celle-là, c'est la cuvée qu'on appelle Fils, un 100% Cabernet Franc. Là, c'est la 546e bouteille sur 694. C'est des bouteilles dont le prix a environ pris 40% par an. On a retrouvé voilà. Il y en a peu, c'est très, très bien noté, c'est délicieux.
Bon, une bouteille que tu achètes 100 €, l'année d'après, elle est revendue 140. Il vaut mieux que ce soit une vraie. Oui, bien sûr. Donc, traçabilité, authentification, garantie. Voilà, deux exemples, si tu veux, où tu sais plus intéressant que le Bitcoin, quoi. Ça dépend à quel second on se parle. mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. C'est vrai. Alors là, on est effectivement sur 2 points, traçabilité, authentification. Mais si on redescend un peu la chaîne de valeur, du coup, et qu'est-ce que ça veut, puisqu'on va parler marque et marketing, surtout, on va pas parler de marketing à un ancien Apple, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement le Web3 dans la filière 1 sur la partie aval de la chaîne? Et donne-nous quelques exemples. Et bien évidemment, c'était la rentrée de la WineTech hier. Je sais que tu prépares une rentrée carabinée également concernant Château Hennius. De nous exprimer justement qu'est-ce que tu fais dans l'aval, par exemple, chez Château Hennius. Alors, moi, je pense qu'après le luxe, après l'art, le secteur du vin et ce luxe va être le plus impacté par les NFT, si on parle des NFT. Moi, on a testé il y a 1 an une collection. On a émis 10 bouteilles, 10 Magnum, donc des doubles bouteilles, avec chacun des étiquettes différentes qui ont été faites par un artiste qui est tatoueur et crypto-artiste. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, et c'est une star du tatouage. Et il nous a fait des étiquettes, 10 étiquettes différentes, totalement incroyables. Et en fait, on a commercialisé les NFT des étiquettes, qui sont le titre de propriété de la bouteille. C'est le jumeau numérique de la bouteille. Voilà. Et donc on a mis ça en vente sur un site, c'était en fiat, non pas en crypto. On s'est adressé à un public plutôt amateur de vin plutôt que amateur de crypto. Et voilà, et les prix se sont envolés. On a mis ça aux enchères à 1 €. La première bouteille s'est vendue plus de 5 000 €. Ça a fait de Château Hennius le 9e vin de Bordeaux le plus valorisé l'an dernier. Donc, on a vraiment vu qu'il y avait un impact et que quand on arrivait comme ça à créer des choses un petit peu exceptionnelles autour de grands vins, voilà, il y avait une réponse du public qui était des amateurs de vin et qui voulaient pouvoir acquérir ces produits-là de façon sécurisée. Donc, était inclus un contrat de stockage de 5 ans. L'opération a été réalisée avec le partenaire qui s'appelle Ideal Wine, qui est le leader en France des ventes de vins de ce type-là. Donc, la bouteille, elle est stockée, c'est inclus dans le prix d'achat pendant 5 ans dans un entrepôt sécurisé, à la bonne température, la bonne hygrométrie, la bonne luminosité, sécurisé. Hein, il y a des gardes, il y a une assurance si ça prend feu. Donc voilà, la personne qui détient ce titre de propriété, donc le NFT de la bouteille, peut lui le revendre. Le jumeau numérique de la bouteille. Voilà, il peut lui naviguer, il peut le revendre et il pourra faire… les grands vins, entre le moment où les bouteilles sont produites et vendues, il peut se passer 20 ans. Et changer 10 fois demain, c'est tout à fait courant. C'est la vie du vin. Et parce qu'il y a une filière qui est organisée, parce qu'il peut y avoir des allers-retours. Et là, tout d'un coup, on va éviter à la bouteille de voyager. Donc, empreinte carbone, 0. Enfin, moi, les frais, si tu veux, de l'entrepôt. Voilà. Et les frais du dernier, juste la dernière expédition, mais elle ne va pas faire 3 fois le tour de la Terre pour rien. Et deux, les conditions, si tu veux, de conservation pour ce produit qui est vivant. Hein. Enfin, c'est fragile, le vin. C'est fragile, c'est vivant. Enfin, les vins qu'on fait, nous, sont en tout cas vivants. On est en biodynamie. Et donc, on conserve cet aspect terroir. Et il est préservé. Oui, bien sûr. Altéré. Il n'a pas pris 35 degrés, moins 10. Il n'est pas resté dans le port de Shanghai dans un container pendant 10 jours parce que le port était fermé sous 45 degrés dans un container. Voilà, enfin, tout ça, ça a de la valeur. Et encore une fois, c'est pour ça que je crois, dur comme fer, que les NFT sont totalement adaptés au monde du vin. Et tu as une vision, pour le coup, de ce second marché? Tu le suis? Est-ce que tu es toi-même rémunéré lorsque la bouteille change de main? Alors, on a fait simple. On n'a pas mis dans le smart contract de dividendes, de choses comme ça. On a fait simple. Déjà, le concept, quand tu vas avoir des amateurs de vin et tu leur parles de NFT, de jumeaux numériques, de titres de propriété, voilà, enfin, on part de loin et le chemin se fait. Les gens comprennent très vite, il n'y a pas de problème. Mais il ne fallait pas qu'on brouille les pistes en disant oui, mais alors si vous la revendez, il y aura un pourcentage qui va nous revenir. On n'a pas fait de partage de revenus. Potentiellement, vous pourriez, quoi. Mais c'est possible. C'est possible. Tu veux, il y a 1 an, juste Laurent, je peux préciser ça, parce qu'il y a 1 an, donc, on est parmi les premiers à faire ça au monde.
un an après, c'est toutes les semaines qu'il y a un drop aujourd'hui d'un grand domaine viticole. Donc, c'est plutôt la courbe inverse qu'on a vue aujourd'hui dans le marché des NFT. Alors que là, dans le monde du vin… Donc, tu fais très bien de l'aborder parce que justement, pour… Wow. Vas-y, je t'en prie. Wow. Donc, il y a une adoption, alors massive, non, parce qu'on est toujours face à des early adopters, on touche encore un pourcentage faible de la population. Mais même le secteur du vin, qu'on pourrait des fois taxer d'être un peu traditionnaliste ou pas forcément adapté à la technologie. Non, enfin là… et des très très grands domaines se lancent. Là, vous avez aujourd'hui une vente qui est réalisée par Smith Olafite, un premier grand cru classé de Pessac-Léognan, avec la société Intercellar. Vous avez des grands vins allemands, des grands vins italiens, américains, ça y est, qui sont positionnés par des startups comme Wine Chain, qui sont françaises également. Donc ça y est, le mouvement est parti. Tous les grands vignerons ces domaines prestigieux qui ont vu ce qu'on avait réalisé, m'ont appelé, m'ont dit mais c'est quoi ton truc, comment ça marche? Et comme il y a beaucoup de partage dans le monde du vin, les choses sont ouvertes. Oui, franchement. Et si tu veux, j'ai pu constater qu'il y avait tous les grands domaines aujourd'hui ont un projet en route. Se pose la question, est-ce qu'ils y vont maintenant, est-ce qu'ils y vont plus tard, comment est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils font une collection, bouteille limitée, ou est-ce que c'est le nouveau millésime, est-ce qu'ils font… Tu vois, le parti pris qu'a fait Smith Olafite, c'est de faire une édition limitée sur un magnum, 150 bouteilles gravées au laser dans un coffret juste sublime. Voilà, et ça, c'est une approche. D'autres projets, je vais NFTiser toute ma production. C'est le mouvement drastique qu'a pris le Château Edmus et on en parlera plus tard. Mais voilà, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. On est encore beaucoup en test and learn, beaucoup mais c'est ultra rapide. Moi, je trouve que c'est ultra rapide. Très bien. Si je permets de récapituler un peu ce que tu dis, vraiment très intéressant parce qu'effectivement, depuis la fin d'année, on est plutôt dans un down des NFT, un down, on est plutôt dans l'univers crypto. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une filière, donc la filière vin, qui au contraire est en train de se développer, qui a véritablement compris l'intérêt en fait du Web3 en particulier sur l'aval, comme tu l'as évoqué. Donc première chose. Deuxième chose, peut-être un retour d'expérience sur, je sais que c'était pas beaucoup, c'était que 10 bouteilles qui ont été mises en vente l'année dernière. Est-ce que les bouteilles ont été échangées ou est-ce que les personnes ont gardé, sont là pour durer, entre guillemets? Et alors, pour s'éloigner un peu de, même si on est que sur 10 bouteilles, de l'aspect purement spéculatif qui est trop souvent associé en fait à un univers qui est dans le Web3, mais bref, est-ce que tu as quelques insights par rapport à ça? Alors, RGPD oblige, je n'ai pas accès à la base de données des clients. Ouais, bien donc, sûr. je n'ai pas pu… J'ai offert de les recevoir au château, de pouvoir ouvrir le dialogue avec eux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de réponse favorable. Mais la société qui a géré cette vente, donc Ideal Wine, a confirmé que ce sont des passionnés de vin. Donc, à 70%, donc 7 sur 10, étaient déjà des clients, si tu veux, amateurs de vin. Donc, sont arrivés de nulle part. Alors, est-ce que c'était des amateurs de crypto, des dégènes? Je ne sais pas. Mais voilà, donc voilà déjà un premier ratio. Voilà. Ouais. Un an après, je leur ai posé la question de combien on demandait à recevoir la bouteille et donc quelque part à brûler le NFT, même si dans leur cas, il disparaît pas, mais il change de nature. Puisque une bouteille, même une fois vidée, enfin, ça peut rester un objet intéressant, surtout quand on a une étiquette unique. Donc, donc sur les 10, il n'y en a que 2 qui ont demandé à recevoir la bouteille. D'accord. Les autres sont donc des collectionneurs, des amateurs de vin. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils ne le feront pas, peut-être qu'ils vont revendre. Je n'ai pas eu d'informations sur la revente. D'accord. Donc, donc ça, je ne sais pas. Mais voilà, on a déjà, en s'adressant uniquement à un public d'amateurs de vin, voilà, il y a déjà une cible qui s'est ouverte en faisant rentrer des gens qui n'étaient pas du sérail du vin. Et les 2 premiers comportements que l'on voit, c'est un micro-échantillon, donc il faudrait faire ça à plus grande échelle. Et voilà, mais je pense qu'en tout cas, pour un investisseur en crypto, tout d'un coup, se retrouver avec un asset qui est tangible, le vin restera toujours le vin. Et donc, même si la valeur de la crypto, elle peut monter, descendre, enfin, la valeur de ton vin, c'est pas la même. Elle n'aura pas la même fluctuation. Donc c'est une façon un peu de matérialiser tes cryptos sur un produit réel.
sans avoir les contraintes d'avoir à stocker, manipuler, revendre. D'autant que là, en l'occurrence, comme tu l'as dit au tout début, ce n'était pas un paiement crypto, mais un paiement fiat. Exact. Donc, du coup, on a certainement, comme tu l'as évoqué, l'objectif, c'était de toucher plutôt des gens intéressés par le vin et plutôt connaisseurs, entre guillemets. Même si on est... Alors, on va accélérer un peu le temps, puisque ça, c'était il y a 1 an. Et puis là, j'ai eu la chance de te voir, mais aussi de voir des gens très sympas à la rentrée de la WineTech hier au village du CA, du Crédit Agricole dans Paris. Donc, c'était très sympa. Pour ceux qui sont intéressés par la filière vin, je vous invite à vous rapprocher de la WineTech. Tout ceci m'amène à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On a validé le fait, tu as validé le fait que, en tout cas dans ton cas, ça fait vraiment du sens par rapport à Laval. Et du coup, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont plus dans les cartons, puisque tu as décidé d'avancer et ça fait écho aux questions qui sont posées. Qu'est-ce que tu as décidé de faire sur, entre guillemets, la NFTisation potentiellement d'une partie de ta distribution, et si oui, laquelle? Et qu'est-ce que tu es en train de déployer dans cette perspective? Écoute, on a appris de cette première expérience, on a compris la technologie, on a compris comment ça fonctionnait, les partenariats qu'il fallait, comment peut-être s'adresser à des cibles aussi un petit peu différentes, la logistique qui n'est pas triviale dans le monde du vin. Donc, on a pas mal appris durant cette expérience. Et on se trouve, nous, confrontés aujourd'hui à un problème, mais qui est un bon problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de vin, on ne produit pas assez de vin par rapport à ce qu'on nous demande. Voilà. Château Edmus, on produit 3 cuvées, donc il y a le grand cru. Le grand cru, on commercialise les vins qui ont vieilli minimum 6 ans dans nos caves. Donc on fait ce travail, nous, d'élevage du vin. Et donc là, on s'apprête à lancer le millésime 2017. Bon. Le millésime 2017, c'était une année compliquée. On était en plein dans la transition bio du domaine, qui n'était pas bio, qui devenait bio. C'est une année où il y a eu du gel. Et donc, au final, ne sont sorties que 2574 bouteilles. Et là, sur une année à moyenne 5-6 000, on a un souci d'allocation. Voilà. Donc, on s'est dit, première chose, on ne va pas commercialiser ces bouteilles-là auprès des restaurants, auprès de nos 3 marchés export. Je vous expliquerai ce qu'on fait à ce niveau-là. On va les garder pour nos clients directs. On a des clients qui nous achètent en direct sur notre boutique en ligne depuis 2019. Et même là, on sait qu'on n'en a pas assez. Donc on a compris qu'avec les NFT, on a une possibilité aussi de créer un engagement plus fort vis-à-vis de nos clients. Et donc est venue l'idée, en regardant ce que font nos collègues bourguignons, nos collègues de la Napa Valley, de créer ce club Edmus, qu'on a appelé Club Edmus. Donc, c'est un club d'allocataires. Et en gros, on veut pouvoir récompenser, fidéliser les clients qui nous sont fidèles et qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui comprennent notre travail. Donc, on a créé ce club qui va se comporter de 3 niveaux de cartes de membres. Donc, des cartes de 6 bouteilles, 12 bouteilles et 24 bouteilles. D'ailleurs, les 24 bouteilles, il faudra certainement qu'on fasse que 18 bouteilles parce qu'on n'a pas assez de bouteilles. Mais bon. Et donc, l'idée, c'est que pour chacune de ces cartes d'allocataire, quand tu deviens allocataire et que tu achètes une de ces cartes, l'année d'après, on te garantit que tu auras une allocation. D'accord. Donc, tu deviens allocataire là pour le 2017 et l'année prochaine, en septembre, quand on sortira le millésime 2018, 6 bouteilles, si tu as pris 6 bouteilles de 2017, 6 bouteilles te seront réservées. D'accord. Donc, cette carte de membre qui est un NFT. D'accord, ok, très bien. Et elles sont juste sublimissimes. Et cette carte, déjà, elle te donne droit donc à 6 NFT de bouteilles. Donc, tu vois, c'est un NFT un peu encapsulé. Ouais, d'accord. Technologiquement, c'est pas simple à faire. Il faut pouvoir lier les contrats entre eux. Et donc, le porteur de cette carte, mais dans un an, si il veut revendre ou consommer une partie de son allocation, mais il peut le faire. On les stocke pour lui. D'accord. On peut les recevoir. Ça, c'est son choix. Mais on lui offre le stockage, la cave déportée. La cave dans le cloud. C'est rigolo, ça, pour les bouteilles. Et l'année d'après, donc, soit
on lui enverra une offre en lui disant, voilà, on a tant de bouteilles de disponibles, voilà le tarif, est-ce que tu les veux? Si tu ne les veux pas, ben, libre à toi de revendre ta carte. Ouais, ah, tu peux revendre ta carte? Tu peux revendre ta carte, elle t'appartient. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc tu voilà. estimes que c'est une communauté là qui se monte? Les gens peuvent parler entre eux, tu fais de l'animation durant… Hormis cet avantage numéro 1 qui est la location, tu as un deuxième avantage direct qui est un discount sur le prix. On a un prix public parce qu'on gardera, et encore une fois, les millésimes ne seront disponibles que pour les particuliers qu'à travers ce club. Ils ne seront pas en vente ailleurs, il n'y aura pas moyen de trouver du Château Edmus 2017 ailleurs. Donc, effectivement, et c'était l'une des questions qui est posée sur la distribution auprès des particuliers. Le choix du Château Edmus, c'est effectivement de rendre disponible uniquement aux membres d'allocataires via la possession du NFT. J'ai quand même deux questions pour qu'on se rende vraiment compte de comment ça marche. Comment tu arrives à NFTiser une bouteille? Oui, alors je vais y venir, mais pour répondre à la première question que tu me posais, non. Il y a l'allocation, le nombre de bouteilles. 2, il y a un discount par rapport au prix public. Ouais. On a fait simple, hein, le 2017, il sera au même prix que le 2016, on ne fait pas d'augmentation de prix. Donc, c'est 47 €. Donc, par rapport au prix public, si quelqu'un est allocataire de 6 bouteilles, il a 5% de réduction. S'il est allocataire de 12 bouteilles, il a 10% de réduction. S'il est allocataire de 18 ou 24, il aura 15%. Donc, il y a un avantage prix qu'on récompense, c'est la fidélité, et ça, c'est normal. Deuxième chose, comme tu dis, c'est une vraie communauté qu'on veut créer. Donc, déjà, on a un process de sélection. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas assez de… Voilà. Et donc, on a d'abord sollicité nos clients historiques qui ont reçu un petit mailing. Et on leur a demandé, on leur a expliqué ce qui allait se passer. Et on leur a dit, voilà, vous êtes prioritaire pour pouvoir devenir membre. Et on a mis un petit questionnaire en ligne qui n'est pas encore public. On rendra public dans les jours à venir, mais il n'est pas encore. On a laissé la priorité à ces membres-là. Et on a une dizaine de questions pour s'assurer de c'est quoi leur vision du vin, qu'est-ce qui est important dans le vin pour eux, enfin, comment est-ce qu'ils parlent du vin. Voilà, on veut s'assurer qu'il y a des valeurs communes entre cette communauté. On leur demande une adresse email, on peut les contacter, on leur demande, certains on les a déjà, et leur profil LinkedIn par exemple. Voilà, on veut s'assurer qu'il y ait une homogénéité, parce que ces gens-là, on va les mettre, on va créer un groupe WhatsApp, un groupe fermé d'accès direct avec nous. Suivant ton niveau d'allocation, tu pourras venir participer à des événements. Tu pourras peut-être venir si tu veux faire les vendanges, tu pourras venir. Chaque année, on fait un repas au domaine avec mes investisseurs. On l'ouvrira à certaines catégories. On fait un repas parisien avec un chef qui nous fait une thématique. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça, plusieurs avantages. On souhaite créer, fédérer cette communauté autour de l'histoire de ce vin et surtout, pour chacune de ces cartes, il y a une DAO. Alors, les gens. Alors, ça veut dire quoi, DAO? Alors, c'est un droit de vote numérique qui est encodé en dur dans la carte. C'est-à-dire la carte est aussi un bulletin de vote. D'accord, ok. Parce qu'on veut pouvoir interagir, solliciter cette communauté sur des sujets qui sont clés. Par exemple très clairement, on est en train de refaire les étiquettes. Voilà, on a un gros travail sur l'ADN de la marque, etc. On va arriver avec 2 propositions, et moi, je veux que ce soit cette communauté qui choisisse l'étiquette. D'accord, très bien. Un autre sujet, on est en train de se poser la question peut-être de faire un vin blanc. D'accord. Donc, avec un partenariat avec un vigneron, etc. Et voilà. Et moi, de quel vin blanc on parle, quel profil? Est-ce qu'on est sur quelque chose de sec, de léger, de fruité? Voilà. Enfin, je voulais de quel cépage? Et je veux pouvoir interroger cette communauté qui est clé sur ses attentes, sur ses goûts. Je veux qu'elle puisse participer. Je veux pouvoir les recevoir au domaine. Enfin, on a une suite dans le bâtiment. Les gens pourront venir séjourner. Alors, bien sûr, il y a des coûts à tout ça. C'est pas inclus dans le prix. Mais voilà, c'est un domaine qui est fermé, qui ne se visite pas, qui n'est pas public. Par contre, eux, ils auront accès à ce domaine-là. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on veut créer. Et encore une fois, les NFT sont l'outil. Qui sont géniaux. Ils sont géniaux. Et on a eu, ça nous permet de rebondir en fait sur cet aspect communautaire que tu souhaites mettre en œuvre. On a fait un live, l'avant-dernier live, je crois, c'était autour de la communauté et l'importance de la communauté. Merci à Maxime pour organisation autonome décentralisée pour DAO, effectivement, mais c'est dans l'application. Mais effectivement, la communauté est centrale dans le Web3 et on voit bien
au travers de ce que tu veux mettre en œuvre que effectivement il y a véritablement un shift pour des raisons qui sont liées aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est pas le Web 3 et en tout cas son usage. Tu l'as vraiment. J'insiste là-dessus. On retrouve ça peut-être aussi dans certaines stratégies de marques de luxe qui veulent vraiment travailler leurs demandes de façon en flux tendu pour maximiser en fait par rapport à peu de produits, maximiser le fait qu'on va vraiment vendre exactement le juste produit, entre guillemets. C'est-à-dire le juste produit. Et je pense que c'est quelque chose, par exemple, que je fais écho, on n'est pas dans le même univers, mais le premier lancement qui est très exclusif de Louis Vuitton, par exemple, on est vraiment sur de l'hyperluxe. On va travailler sur la demande vraiment très particulière. Donc, très clair par rapport à ce que tu veux faire, sur apporter les produits directement sur la cible particulière en passant obligatoirement par la location NFT, rendre tout le tout entre guillemets échangeable aussi, parce que tu peux revendre ton allocation, et ce qui est vraiment chouette, et puis travailler l'aspect communautaire. Je crois que Stéphane, tu avais un ou deux points importants par rapport à la... Ouais, 2 points, vas-y Stéphane. Alors, j'ai 2 questions. La première, elle est un petit peu technique. Comment finalement tu arrives à NFTiser? Donc, tu parlais de traçabilité. Hein. Comment ça fonctionne? D'accord. Donc, chaque bouteille est numérotée. Et si tu veux, à l'arrière, comme tu peux le voir, elles ont un QR code. On a enlevé, si tu veux, toutes les mentions inutiles et on a mis un QR code. Et chaque QR code est unique. D'accord. Donc là, on a 14 bouteilles de 2017. Il y aura 2574 QR codes. Ils sont tous différents. Ce QR code, si tu veux, il fait écho à un hologramme. Alors, est-ce que tu le vois qui est là? Ouais, très bien. Voilà, l'hologramme. Et donc, quand tu scannes le QR code, tu as un moyen d'identifier que l'hologramme apparaît sur ton écran et tu as un moyen d'identifier de faire le pairing. Donc voilà, donc déjà, tu authentifies ta bouteille, tu certifies ta bouteille, et ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, il est possible de faire des copies de papier, voilà. OK, bon, là, on commence à rentrer après sur les questions de quel système est totalement inviolable, infraudable. Il n'y en a aucun. Après, tu rentres dans des coûts quand tu commences à mettre des puces électroniques, quand tu commences à graver dans le verre. Parce qu'il y a des systèmes pour pouvoir graver dans le verre, mais bon, qui fragilisent le verre. Après, que tu ne peux pas lire forcément non plus avec un smartphone, il faut des lecteurs spécifiques. Après, on pourrait toujours te dire, oui, mais quelqu'un pourrait peut-être boire tu vois. En bon marseillais, c'est ce que tu es en train de me dire. Ouais. Voilà, et donc, je bois le, voilà. Et donc, il existe aussi des systèmes, si tu veux, qui mettent des capsules RFID qui reprennent exactement la forme, voilà, de pouvoir. Donc, il existe plusieurs systèmes. Leur durée de vie, elle n'est pas encore prouvée, parce que nous, on est quand même sur des vins de longue garde, en tout cas pour un cru. Donc voilà, donc écoute, on est parti sur cette solution. C'est déjà beaucoup de travail. C'est développé avec la société ATT, qui est une des startups de la société comment, pardon? ATT, Advanced Track and Record, qui est un des leaders mondiaux, un des fleurons français de tout ce qui est production de pièces d'identité avec des hologrammes, des billets de banque, enfin, des choses très, très, très en impression, très haut de gamme, et qui se sont développés pour une offre sur le numérique. Ils équipent les plus grands châteaux de Bourgogne, du Bordelais, Pétrus, etc. Ils ont les mêmes systèmes que nous, Figeac. Et donc voilà, donc c'est déjà une réponse. Voilà, elle n'est pas parfaite, j'en ai bien conscience. Voilà, on évoluera aussi. Hein, bien sûr. Le jour, si tu veux, au 14 septembre 2023 à 11h30, c'est la solution qui nous est parue la plus adéquate avec ce qu'on voulait réaliser. Bon, c'est déjà pas mal, ça fonctionne. Ouais. Très bien. Allez, deuxième question. Donc, tu disais tout à l'heure en préambule que le vin, finalement, allait être un des secteurs un peu pionniers du Web 3. Bon, on voit quand même qu'on est sur un peu un domaine de luxe. Hein. C'est pas la villageoise. Alors moi, qui ne bois que de la villageoise, quand est-ce que j'aurai des NFT de la villageoise? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une marque qui existe encore. C'est une marque de boomer. Donc, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils connaissent, mais bon, voilà, c'est vraiment du bas de gamme. Moi, je connais, Stéphane. Moi, je connais. Ah oui, en tant que bon boomer, forcément, ça nous parle. Voilà. Donc voilà, juste quand est-ce que le Web 3, non mais à travers cette question un peu stupide, il y a du fond quand même, quand est-ce que le Web 3 va devenir grand public?
Je comprends. Dans le monde du vin. Dans le monde du Dans le vin. monde du vin, bien sûr. Alors, déjà, enfin, effectivement, ce sont des grands vins fortement valorisés qui ont été des pionniers. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir réaliser des investissements. Voilà, ça, c'est pas encore à la portée de tous les vignerons et de tous les clients des vignerons de pouvoir absorber ces coûts-là. Donc, nous, si tu veux, enfin, on a notre positionnement, nous, on est sur un luxe abordable. Bien sûr, c'est des bouteilles qui sont à 50, tu vois, on est à 50 euros ici, on est à plus de 90 euros hein, sur celle-là. Donc, c'est des bouteilles qui sont chères, mais on n'est pas sur des 1000 euros. Nous, on veut que nos vins soient bu. On veut que voilà, enfin, on veut que les gens ils aient du plaisir à les boire, on les garde, on les élève, on leur amène quelque chose et qu'il y ait du partage, qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait des sourires, qu'il y ait des émotions, qu'il y ait des moments. Voilà, c'est ça. On n'a pas créé un produit spéculatif qui doit rester dans un entrepôt. Non, c'est le contraire. Donc, voilà, c'est le prix aujourd'hui auquel nous, on sait équilibrer les comptes de la société et absorber donc les peut-être 2-3 euros tu vois, du système, je parle dans sa globalité, que représente aujourd'hui la NFTisation d'une bouteille. Voilà, et on a fait avec des partenaires, voilà, on est sur ce genre de coût. Donc, tu vois, une bouteille à 6 euros, tu ne peux pas mettre 50% du prix dans des NFT. Donc, tout ça, ça va évoluer. Hein, les prix vont baisser, la technologie va se déployer, les usages, les gens vont s'y habituer, et peut-être que dans quelques années, on sera à 3 centimes d'euros. Et donc, à quel horizon? J'en sais rien. Hein, mais si on va sur une adoption massive, qui commencera par ces vins haut de gamme et puis qui descendra sur des vins plus abordables, les coûts ne feront que baisser. Ouais. Voilà. Et alors, ça me fait appel à une autre question. Tes premiers clients, visiblement, donc, sont des amateurs de vin plus que finalement des crypto blindés. Donc, des gens qui ne sont pas forcément très aguerris avec tout ce qui est smart contract, NFT, wallet et oui. consorts. Comment ils s'en sont sortis là? Ça a été, vous avez dû les accompagner? Ça a été finalement relativement simple pour eux? Tu mets le doigt sur le point le plus... tu sais, enfin voilà, en ayant travaillé chez Apple qui veut absolument tout simplifier, cacher la complexité et ne rendre visible, voilà, avec si on a un schéma mental qui est actif, je pense que c'est le gros travail que le monde des NFT, des cryptos doit réaliser pour pouvoir devenir grand public. Ouais. C'est amusant parce que on a fait l'annonce à NFT Biarritz, donc on s'est déplacé sur ce bel événement à Biarritz là, fin août pour faire l'annonce. Et il y avait une personne qui avait travaillé chez Yahoo et qui disait, je me souviens, nous, quand on a lancé l'email, on avait l'option JavaScript. Et on demandait aux gens, est-ce que vous, avec votre email, vous voulez du JavaScript? Tu vois, aujourd'hui, tu ne te poses même pas la question. Enfin, tu prends un email, login, password, tu as 3 opérations et tu as un email qui gère tout, en fait. La complexité, elle est cachée, elle est derrière. On a simplifié le parcours client, il est là. Aujourd'hui, quand tu vends quelque chose, c'est forcément une solution SaaS avec du cloud. Aujourd'hui, même le mot cloud, tu ne l'utilises plus. C'est stocké quelque part, on s'en fiche comment, on n'en sait rien, mais peu importe. Donc, je pense que quand on va arriver dans l'expérience NFT, on va arriver à cacher la complexité, peut-être avoir un parcours client qui ressemble à quelque chose de nom, prénom, email, carte bleue, c'est fait. Alors, ton MetaMask avec tes 12, voilà, tes phrases, etc. Voilà, enfin, je pense qu'il va falloir arriver à simplifier ça. Et la clé de la massification, elle est là. Simplification de l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour répondre tout à fait à ta question, oui, on les a accompagnés. C'était que 10 clients. On avait une hotline pour les aider à créer leur portefeuille. Et ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va reproduire là. Là, on va aller sur quelque chose avec notre partenaire Interstellar, qui sont des gens brillantissimes. On va aller sur quelque chose de très simple. Et je crois qu'il y aura ces 3 étapes, 3-4 étapes dont on te parle. Tu pourras payer carte bleue ou crypto. Et voilà. D'accord, très bien. Et donc, effectivement, je vois, pour les gens qui sont un peu plus techniques et qui, par rapport à cette volonté de massification et d'adoption plus large, je renvoie, et c'est Jean-Baptiste dans le chat qui réagit à Le Camp d'Abstraction. On a publié un petit topo là-dessus sur la marque Web3. Je vous invite à aller regarder ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'une des voies vers la massification du Web3 et la simplification
dans la mise en place d'un portefeuille porteur de NFT et de crypto particulièrement. Il nous reste à peu près 5 minutes. N'hésitez pas encore si vous avez une question. Une question que je trouve intéressante d'une des personnes là, qui nous écoute, c'est sur la promotion de la viticulture et du territoire local. On est en France, on est innovant là en la matière ou On est les plus innovants. Enfin, la WineTech, elle est née en France et c'est pas un hasard. En France, on a des terroirs extraordinaires. On a tous les types de terroirs. Méditerranéen, sec, montagne, plaine humide, des calcaires, des argiles, des sables. On a absolument des schistes. On a absolument tous les. C'est un laboratoire incroyable, la France. Quasiment tous les cépages sont représentés. 1. 2. On a les plus grandes universités et écoles d'œnologie au monde. On vient se former dans le monde entier. On vient se former en France. Alors, on a fait on a d'autres écoles maintenant qui ont été créées par des Français en Suisse, en Californie, en Italie. Voilà. Mais la France reste le domaine d'excellence. Les grands vins, sont aussi beaucoup des grands vins sont aussi ici. Donc, quand tu mélanges ça, quand tu mélanges un esprit français d'entrepreneuriat, ces écoles, ces terroirs, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Donc, oui, on a 140 startups aujourd'hui. Au sein de la WineTech. Dans la WineTech. Et ça va de ce qui se passe dans la vigne, des capteurs, des drones, des robots, des biostimulants, jusqu'à le service, le dernier mètre, l'expérience de consommation. On a vu les 18 derniers mois une dizaine de startups arriver du monde du Web3. Et on les a toutes contactées en leur disant, écoutez, venez avec nous. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on leur a dit, écoutez, on va créer, on va essayer de donner de la visibilité, parler d'un front commun. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on les a réunis dans une grande salle. Il y en avait donc elles sont toutes venues d'ailleurs. Et on leur a proposé de réaliser un livre blanc. Expliquer ce que c'était que ce Web3, ces NFT. Et donc, vous pouvez aller sur le site de la WineTech, télécharger le livre blanc du Web3 en 10 points. On vous explique comment ça va impacter le monde du vin. Et c'est pratico-pratique, c'est pas de la théorie. Et derrière ces 10 points, il y a des startups qui ont des solutions et qui les proposent. On était en début d'année, en février, au salon, le plus grand salon mondial du vin qui se tient à Paris, c'est le Wine Paris. On avait un stand de 400 mètres carrés. On a fait donc 3 jours de conférences. On avait une journée dédiée au Web3, aux expérimentations, et on a fait ça le comble. BFM nous a demandé 2 fois de venir expliquer ce qu'on était en train de faire. On était dans le Figaro, on était dans les Échos, on était dans le Challenge. Voilà. Donc il se passe quelque chose. Bien sûr, il y aura toujours des détracteurs qui vont dire attends, c'est quoi ce truc de geek? Mais en même temps, les vignerons, si tu veux, c'est quand même des gens qui sont enclins à l'innovation. Et ça peut paraître paradoxal, mais je l'ai expérimenté tous les jours. En fait, quand tu es vigneron, tu as une chance par an de faire un nouveau produit. On n'est pas dans le soft, où tu peux faire un release, une mise à jour, pam, comme ça, et tu fais 10 versions par semaine. Non. En 10 ans, tu as fait 10 versions de ton produit. Donc, tu ne peux pas te tromper. Donc, pendant ce laps de temps, tu vas étudier tout ce que tu vas pouvoir faire parce que l'obsession, c'est de devoir faire mieux, meilleur, dans des conditions que la météo te donne. Et donc, chez tous les vignerons que j'ai pu rencontrer, tu vois, tu as une parcelle là-bas sur laquelle ils ont planté des cépages et ils sont en train d'essayer un truc. Dans le chai là-bas, tu as une barrique qui sont en train d'essayer un nouveau truc. Ça, tu ne le vois pas quand tu ne reposes pas la question, mais c'est systématique. Donc, cette mentalité de pionnier, d'innovation, de recherche permanente, d'itération, elle est là. Elle est obligatoire et elle est commune. C'est radical. Et donc, on trouve un peu du Apple dans tes vignes, quoi. Ouais, c'est du Apple et du Apple, de la techno dans les vignes, super. On arrive quasiment au terme de notre... parce qu'on se fixe... j'ai encore une question pour Laurent et après je vous repasse la parole. Est-ce que je peux t'acheter un pied de vigne NFTisé pour éviter de boire mon... alors je vais dévoiler quelque chose. C'est parmi nos 3 cartes d'allocataires, si tu veux, la carte la plus élevée. Donc 18 ou 24 bouteilles qui va s'appeler Balthazar, Magnum, Jéroboam Balthazar. La carte Balthazar, on promet aux gens de graver leur nom sur une petite pièce de bois qui va être attachée à un pied de vigne.
Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas le faire pour tout le monde parce que si on a 200 allocataires, ben, on ne peut pas faire. Voilà. Mais donc pour ces membres qui vont s'investir encore plus avec nous, ils auront un pied de vigne qui aura leur nom à côté. Très ça, bien. vous le dites à personne, on n'en a pas encore parlé. Ouais, on n'en a pas encore parlé. Alors justement, on a encore pas mal de questions, mais on arrive au terme du temps imparti. Je pense que ça pourra faire l'objet, et désolé, on ne peut pas répondre, on peut pas prendre les questions, parce qu'on se fixe toujours avec Stéphane de coller aux 45 minutes. Et on arrive à la question ou 2 questions finales. C'est alors, la vraie question, c'est puisqu'on est sur la marque Web3, est-ce que Château Edmus est une marque Web3 aujourd'hui? Et dis-nous en quelques mots, tu nous as mis l'eau à la... Mais vas-y, raconte-nous. Comme tu le vois, on fait un mouvement assez radical. On est les premiers au monde à lancer les allocations en NFT. Ça n'a jamais été fait. Et si tu veux, notre ambition, elle est claire. On veut être la première winery DNVB. Alors, le DNVB, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une winery digitale. On veut offrir une expérience digitale, et pas du digital pour du digital. C'est du digital qui a du sens, et qui amène de l'expérience, qui rapproche les gens, qui permet... Je vais vous donner quelque chose de très bête et qu'on va faire. On va le faire aussi avec ces allocataires, mais c'est qu'on va créer une playlist pour chaque millésime. C'est tout simple, mais quand vous avez un QR code, vous arrivez derrière. Et ça, on parle de pairing entre le vin et la nourriture, mais vous écoutez quoi? Sur ce vin-là, qu'est-ce que vous écouteriez? Et ça, c'est tout simple. Et c'est une expérience, c'est pas du digital pour du digital, parce que c'est une vraie expérience de vin, de consommation, de moments de plaisir, de partage. Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque et qu'est-ce que je pourrais écouter? Voilà du digital tout simple à faire et qui, pour moi, donne de l'expérience, rapproche les gens, rapproche les hommes. C'est du figital. Voilà. C'est du figital et on est en plein dedans et c'est bien l'une des promesses que nous apporte le Web3. Tu n'as pas tout à fait répondu à la question, mais on va dire que vous êtes sur la bonne voie à Château Edmus pour devenir... DNVB 3. D'accord, excellent. En tout cas, on a un peu dépassé le timing de 45 minutes. Un grand merci, Laurent. Avec Stéphane, les gars du sud, du sud-est, on a passé un super moment. On a pris le temps d'écouter un gars du sud-ouest, mais qui nous parle de son vin. On aura certainement l'occasion, parce qu'il y a encore pas mal de questions qui ne sont pas traitées, mais de réimaginer un autre format si tu es d'accord pour essayer de... Envoyez-les-moi, je pourrais prendre le temps. Là, on démarre les vendanges, mais je pourrais prendre le temps de répondre. Enfin, ce serait normal, quoi. Très bien. Et puis, pour ceux et celles qui le souhaitent, on va remettre avec Stéphane le lien à disposition de l'enregistrement et du live d'aujourd'hui sur lamarqueweb3.com. Je vous invite à vous connecter. On a une base mail pour être tenu au courant des articles, des prochains lives. Et puis aussi pour remercier Laurent, lorsque sa demande de location sera publique, je mettrai aussi le lien disponible si vous voulez devenir allocataire. Et puis finalement, moi j'ai connu Laurent au travers de cette magnifique association qui s'appelle la WineTech. Et je vous invite à vous rapprocher de la WineTech. Il y a vraiment des gens super sympas. 2 personnes qui, à la fois Clara et Blouwen, qui s'occupent de la mise en avant de la WineTech et qui sont super dynamiques. Donc je vous invite, commencez par aller télécharger le white paper sur le vin et le Web3 sur la WineTech. Vous allez certainement apprendre plein de choses qu'on a vues en partie aujourd'hui. Et en tout cas, merci et à très bientôt. Merci Laurent de ta visite parmi nous. Merci à vous. À l'ami Stéphane. On a été vachement sérieux aujourd'hui, on n'a pas déconné Stéphane. Non. On aura l'occasion de le refaire et certainement autour d'un verre de vin. Moi, je suis très déçu que Laurent n'ait pas ouvert une de ses bouteilles pour nous faire goûter, mais bon, j'espère que en fait, pour la prochaine. Ensemble aujourd'hui avec Laurent le matin, et si j'avais été avec lui, je l'aurais poussé au vers l'une des bouteilles qu'il a apportées avec lui. Avec modération. Bon, merci à toutes et merci à tous. Et puis, bravo les Laurent, vous avez été sublimes. Merci à toi Stéphane. Bonne journée. Merci Laurent. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Et puis, c'est presque l'heure de l'apéro, mais soyez raisonnables quand même. À bientôt. À bientôt. Bye.